Merci beaucoup, Monsieur Lagrange, pour cet accueil très agréable au Musée de l'Armée. Je remercie la Ville de Paris et le Musée de l'Armée de m'avoir invité à vous donner cette conférence sur la mémoire de la guerre de 1870 dans la peinture allemande. Donc, je fais une petite préambule, et donc vous l'entendez tout de suite, j'ai un accent. Monsieur Lagrange a expliqué pourquoi. Donc, c'est le français, ma troisième langue étrangère que j'ai appris à l'école. Et donc apparemment c'est trop tard pour perdre son accent quand on commence à 14 ans. Donc voilà. Donc mais apparemment c'est la journée de l'Europe aujourd'hui. Donc j'espère que vous serez indulgents. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire signe. En Allemagne comme en France, la mémoire de la guerre de 1870-71 a été largement éclipsée par celle des deux guerres mondiales, conflits autrement plus destructeurs et meurtriers. Mais dans l'intervalle qui sépare 1871 de 1914, pendant les 4 premières décennies de l'État-nation allemand qui naît sur les cendres de la guerre franco-allemande, cette mémoire est au contraire omniprésente. Elle se décline à différentes échelles, du cercle familial jusqu'au niveau de l'État, qui met en place des formes de commémoration nationale, en passant par les associations et communes qui érigent tour à tour monuments aux morts et colonnes de victoire. Vous connaissez tous la colonne de la victoire à Berlin, mais il y en a de petits un peu parsemés partout s'il en reste encore après la dernière guerre. L'art, et plus précisément la peinture, se trouve à la croisée de ces mouvements commémoratifs. Des œuvres issues de commandes privées, des reproductions de masse, des tableaux créés suite à des commandes officielles, des musées nouvellement créés illustrent un nouveau récit national après 1871. Donc la période qui s'ouvre avec la guerre de 1870 est un âge d'or de la peinture militaire des deux côtés du Rhin. Le dernier tiers du XIXe siècle voit aboutir un mouvement de libération artistique. Les peintres se défendent des conventions académiques, la hiérarchie des genres est renversée, le choix des sujets s'élargit. Les peintres qui accompagnent les armées en 1870 saisissent des scènes de la vie militaire quotidienne. Ils livrent des impressions de bataille sous des angles de vue inédits, sans pour autant adopter un véritable regard ethnographique. Si la recherche d'une certaine véridicité est évidente, les choix artistiques et idéologiques l'emportent sur la fidélité historique. La demande du public est importante et avant l'arrivée de la photographie sur les champs de bataille, seuls les dessinateurs et peintres sont à même d'abreuver cette soif d'images qui perdure dans les premières décennies qui suivent la guerre. Il y aura bientôt des images, il y en a beaucoup. Dans ce dernier tiers du XIXe siècle, un photographe ne pouvait en effet travailler en plein air que dans des conditions météorologiques très précises, sans excès de température et uniquement en absence de précipitations. Et en plus, il était obligé d'apporter du matériel lourd et volumineux. Si vous avez acheté le catalogue, vous y trouvez tout un article qui décrit les conditions de ces quelques photographes qui travaillaient pendant la guerre de 1870. Donc il fallait avoir un temps d'exposition de souvent plusieurs minutes. Après, il fallait développer les prises dans un laboratoire ambulant sur le champ de bataille, ce qui était guère possible. Donc il est aisé de voir que ce mode de travail ne se prêtait pas à une documentation d'action militaire. Par conséquent, les photographies que vous avez peut-être déjà vues, incluses dans l'exposition, montrent des bâtiments souvent en ruine. Je cherche l'appareil. Des bâtiments en ruine ou des portraits de groupes statiques, comme dans ces photographies allemandes du fort d'Issy, ou ici une église, je suis allée trop vite, une église transformée en hôpital militaire. Donc un champ de bataille pouvait seulement être photographié après les événements, comme ici à Gravelotte, mais des mouvements rapides n'étaient pas du tout appropriés pour ce nouveau médium qui était la photographie. Celui qui voulait représenter des combats ou des soldats en mouvement devait donc se tourner vers d'autres médias, notamment les croquis pris sur le terrain, qui servaient de modèle plus tard pour des gravures sur bois, lithographies, aquarelles ou autres tableaux. En 1870-71 et dans les années qui suivent, la production des dessinateurs et peintres est pléthorique. Elle emploie un grand nombre de techniques et de styles différents et utilise des supports très variés. Nous nous intéressons ici ni à la sculpture, qui suit son évolution propre, qui est intéressant aussi, ni à l'art éphémère tel les vélariums. Là, j'ai une image pour vous. Donc, ce sont des grandes voiles qui étaient exposées
dans les villes lors des défilés des troupes victorieuses, ici à Berlin, mais rarement préservées, donc on a quelques photos justement, ou à quelques exceptions près, les panoramas qui, en Allemagne au moins, étaient rarement préservés après leur tournée en province. Vous en avez sans doute vu un exemple français dans l'exposition. Il y a un fragment du panorama de la bataille de Champigny qui est peint par Édouard Détail au début des années 1890, qui est normalement préservé au musée d'Orsay. De même, donc je n'en parlerai pas de ces panoramas ni des vélariums dont nous n'avons plus d'exemples, seulement des photographies, mais je laisserai aussi de côté l'art véritablement populaire, par exemple l'équivalent allemand des images d'Épinal, qui étaient les Neuruppiner Bilderbogen, pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'allemand. Et alors, comme Épinal, Neuruppin était une petite ville provinciale où l'entreprise familiale des Kuhn, c'est une famille qui travaillait depuis 1800, produisait des estampes et lithographies pendant tout le 19e siècle et jusqu'en 1939, tirées souvent à 40 000 et jusqu'à 2 millions d'exemplaires. Donc là, vous avez un exemple de la bataille de Sedan, 1er septembre 1870. Donc, dans le domaine de l'art populaire, on peut aussi, pour être complet, mentionner les images tissées, imprimées sur des mouchoirs. Ici, c'est un mouchoir qu'on trouve au musée historique allemand de Berlin, de la bataille de Wissembourg, je crois. Dans l'exposition, vous voyez un exemple français, vous l'avez peut-être déjà vu. C'était un mouchoir d'instruction militaire qui explique comment monter et démonter un fusil. À travers ce type d'objet, on peut encore ajouter des assiettes, des tapis, des broderies. La mémoire de la guerre était perpétuée dans la vie quotidienne. Mais cet art populaire constitue un sujet de recherche à part. Je voulais juste l'évoquer brièvement au début de cette conférence. Donc, à part les illustrations parues dans les revues populaires de l'époque, le cœur de cette conférence, ce sont les tableaux de grand format qui ont marqué durablement la mémoire de la guerre de 1870. Accessibles au public qui affluait au musée, dans la toute nouvelle National Gallery de Berlin, qui est restaurée maintenant depuis la réunification, mais aussi dans les capitales des différents États constitutifs du nouvel empire allemand. Ces tableaux étaient aussi largement diffusés sous forme de reproduction dans une taille qui se prêtait à la décoration des salons des Allemands des classes moyennes. Quelques-uns de ces tableaux étaient commercialisés comme motifs de cartes postales, surtout à partir des années 1910. Donc il y avait vraiment une grande diffusion à large échelle. Ils figurent également dans des ouvrages illustrés commémoratifs et dans les manuels scolaires, pour certains, jusqu'à ces jours dans les manuels scolaires d'histoire. Ce sont donc des œuvres d'art qui forgent un imaginaire collectif de la guerre de 1870 et donc aussi du phénomène guerrier dans les décennies qui séparent ce conflit de celui de 1914. Alors, parmi les auteurs de ces tableaux, que je vais vous montrer sous peu, il y a peu de grands noms. Les peintres les plus reconnus et les artistes d'avant-garde s'abstiennent de représenter la guerre, pour différentes raisons, que ce soit en Allemagne ou en France d'ailleurs. De même, l'histoire de l'art ne s'intéressera à ce corpus que très peu et tardivement. Une seule exception reste la grande exposition consacrée au peintre Anton von Werner à Berlin en 1993. Et là aussi, c'était dans un musée historique et non pas dans un musée des Beaux-Arts. On y reviendra. Et pourtant, ces tableaux sont des témoignages importants qui contribuent à une meilleure compréhension des sensibilités politiques de l'immédiat après-guerre et des formes visuelles que la mémoire de la guerre de 1870 a pu prendre dans la durée. Dans cette conférence, il s'agira donc d'étudier les représentations des souverains et des officiers, c'est ma première partie, des représentations qui font l'apologie indirecte du régime qui s'est mis en place après la guerre, puis d'examiner dans quelle mesure l'armée est mise en scène en tant que reflet de la nation en devenir, et finalement de réfléchir aux oublis, aux absences, aux non-dits de cette peinture militaire. Alors, en 1870, la peinture militaire allemande reste pour sa plus grande partie un art créé sur l'ordre des autorités. Sur bon nombre de tableaux, les commandants, qu'ils soient officiers ou souverains, figurent de façon proéminente. Or, comme nous allons le voir, nous sommes loin de la simple célébration de la bravoure militaire et de l'acte héroïque. Donc, je vous montre ici une série de 6 tableaux peints par Anton von Werner entre 1872 et 1900. Cette série permet de dégager les différents comportements et facettes des officiers et chefs de guerre
qui était souligné dans la construction mémorielle après 1870. Permettez-moi de dire d'abord quelques mots sur Anton von Werner, parce que c'est un personnage important. C'est le peintre allemand qui s'illustre le plus dans cette guerre de 1870-71 au service de la Prusse. Il est né en 1843, vous voyez, à Francfort-sur-l'Oder, dans l'Est. Il est fils d'un menuisier. Il fut d'abord formé dans l'artisanat de l'art, notamment la peinture décorative. Il produit des illustrations de livres, travaille sur l'ornementation des appartements, des maisons, avant de bénéficier d'études plus poussées dans l'Académie des Arts de Berlin et puis à Karlsruhe, dans le sud-ouest. Et en 1865, un premier voyage le mène à Paris, où il découvre la peinture française moderne, et c'est d'ailleurs un fil rouge pour la plupart des peintres que je vais vous présenter. 2 ans plus tard, en 1867-68, il séjourne à nouveau dans la capitale française, étudie l'œuvre d'Ingres, de Delacroix, de Meissonier, et décide de s'orienter vers la peinture historique. Un exemple de tableau qu'il crée dans cette période, ça n'a rien à voir avec la guerre de 1870, c'est moyenâgeux, c'est l'enlèvement de Henri IV, empereur allemand, par l'archevêque Anno de Cologne à Kaiserswerth en 1062. Donc une scène qui se déroule au XIe siècle, mais bon, c'est juste pour vous donner un exemple de peinture historique, ou bien, puisque on est l'année du cinquantenaire, ce Luther à Worms, qui fut montré ici à Paris à l'exposition universelle de 1867. Donc, de la mi-octobre à fin novembre 1870, Anton von Werner a été accrédité au quartier général de la 3e armée allemande. C'était grâce à l'intervention du grand-duc Frédéric de Bade, dont Werner était le protégé, que le peintre a pu rejoindre ce point d'observation privilégié. Et voilà, c'était par relation, le commandant de la 3e armée était le beau-frère du grand-duc. Voilà. Comme aujourd'hui, les choses ne changent pas. En janvier 1871, von Werner est rappelé en France de toute urgence pour immortaliser la proclamation du nouvel empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. Et là aussi, il y a plusieurs tableaux que je vous montrerai. Alors, de retour à Berlin, dans ce qui était désormais la capitale impériale, von Werner connaît la consécration, il devient le directeur de l'école des beaux-arts. Le flux des commandes est plus important que jamais. C'est en fait son action pendant la guerre qui a bâti sa réputation. Il produit surtout des représentations de scènes historiques, aussi des portraits des protagonistes de l'Empire. C'est un tableau qui s'appelle Bismarck au pupitre du Conseil fédéral, qui se trouve toujours aujourd'hui au Reichstag, donc dans les locaux du Parlement allemand. On n'a plus de continuité historique à Berlin, donc c'est peut-être une chose à souligner. Alors, le style de von Werner que vous voyez ici, dans ces exemples, il est caractérisé par un réalisme certain, avec un soin particulier pour les détails, donc pour les férus de l'histoire des uniformes. Chaque bouton est à sa place et à la bonne taille et la bonne couleur. Et comme d'autres peintres contemporains, il était hanté par l'essor de la photographie, dont j'ai parlé au tout début. Conscient de cette concurrence qui commençait à se développer, von Werner tirait pleinement parti des avantages qui présentaient la peinture par rapport aux nouveaux médias. Son style était réaliste, certes, mais il prenait des libertés considérables pour la composition des tableaux, souvent pour souligner l'importance d'une personne ou d'un geste en particulier. J'arrive à mon premier tableau qui montre vraiment une scène de 1870. C'est un tableau d'Anton von Werner qui a le titre « Le 19 juillet 1870 ». Il se trouve au Musée national de Varsovie, en Pologne. Donc, ce que nous voyons ici, c'est le roi de Prusse, Guillaume Ier, qui a déjà mis son uniforme le jour de la déclaration de guerre par la France. C'est le 19 juillet 1870. Et c'est également l'anniversaire de la mort de la mère de Guillaume, la reine Louise, qui avait subi l'occupation de la Prusse par les troupes napoléoniennes au début du siècle. Donc Guillaume, ce jour de la déclaration de guerre, se rend au mausolée du parc du château de Charlottenburg à Berlin, où se trouvent les tombeaux de ses parents, que vous voyez ici. Et von Werner met en scène une sorte de communion spirituelle entre la mère et son fils, presque comme un dialogue qui s'installe entre les deux figures. En réalité, le prince héritier était également présent, il n'est pas inclus dans la composition de l'image. Et le tombeau du père, comme vous voyez, est aussi plongé dans une pénombre
faisant ressortir de façon encore plus poignante la figure de la mère qui semble donner la bénédiction au fils qui partira en guerre suite à cette nouvelle, entre guillemets, provocation française. Cette mise en scène très étudiée place la guerre de 1870 dans un temps long, comme une continuation des guerres dites de libération des années 1813-15. Donc ce tableau forme une paire avec un autre, également de Anton von Werner, qu'il a peint 9 ans plus tard, en 1890, qui se trouve maintenant dans le château des Hohenzollern, donc la dynastie prussienne qui se trouve dans le Württemberg et pas du tout près de Berlin. Et ce tableau représente une scène qui s'est déroulée le 4 août 1870 après la bataille de Wissembourg. Le prince héritier Frédéric Guillaume se tient ici debout devant la dépouille du général Abel Douai, qui a été mortellement blessé par l'explosion d'une caisse de munitions. Ce n'est pas le mien. Accompagné du médecin militaire français, les officiers prussiens rendent hommage au général tombé. Vous voyez qu'il y a un chien qui est placé au pied du défunt. Ça, c'est un petit rappel des codes iconographiques de la sculpture funéraire. Et là, vous voyez, c'est un environnement d'une simplicité prononcée. C'est la salle principale d'une ferme, avec une chaise qui doit servir de repose-tête, une image religieuse avec une citation biblique qui est affichée au mur entre les deux fenêtres. Donc, les officiers allemands font preuve d'une attitude chevaleresque. Ils rendent un dernier hommage au général français. C'est un geste noble dans un décor simple. Et dans ces deux tableaux, von Werner veut souligner l'humilité du roi et du prince héritier, leur piété, leur sens du devoir face à la famille, à la nation et leur respect de l'adversaire. Donc, évidemment, tout ça, c'est de la propagande, si on veut, mais c'est le message qui se dégage de ces tableaux. Von Werner nous montre aussi un roi qui n'est pas possédé par l'orgueil de vouloir prendre des décisions seul, mais qui consulte les conseillers dont il connaissait l'expertise. Donc ça, c'est un autre tableau. Je suis désolée, l'image n'est pas très bonne. Oui, c'est le meilleur que j'ai trouvé. C'est un conseil de guerre qui est censé avoir eu lieu en France, mais en fait, c'est même daté, ça, au 6 décembre 1870. Mais un conseil de guerre de ce type n'a sans doute jamais eu lieu parce que le roi ne réunissait jamais ces personnes que vous voyez ici tout ensemble. C'est le ministre de la guerre prussien von Roon, le chef de l'état-major prussien Moltke, assis à la table, au milieu, et d'autres généraux, le prince héritier, le chancelier Bismarck, que vous reconnaissez malgré la mauvaise qualité de l'image peut-être à droite. En fait, le roi conversait avec chacun d'entre eux séparément. Mais en inventant cette réunion, le peintre von Werner voulait sans doute souligner l'attitude d'un souverain qui était prêt à partager son pouvoir et à se plier aux avis de ses conseillers. Vous voyez ici von Roon qui est debout à droite. Et, il avait été nommé ministre de la guerre du royaume de Prusse en 1859. Il menait des réformes et il a profondément modernisé l'armée. L'exposition vous en explique plus de détails. Il a introduit un service militaire obligatoire de 3 ans en Prusse, augmenté les effectifs des troupes. Et c'est en fait grâce à ces réformes qu'il y a eu les succès des 3 guerres victorieuses successives en 64, 66, 70, 71. Il est nommé maréchal en 1873, sert comme premier ministre de la Prusse pendant quelques mois et prend sa retraite à 70 ans. Donc ça, c'est pour Roon, debout à droite. Von Moltke, très important aussi, également général, mais de 3 ans, l'aîné de Roon, donc âgé de 70 ans au moment de la guerre franco-allemande. Il était le chef d'état-major prussien depuis 1966, généralement considéré comme un génie stratégique, comme vous savez sans doute, notamment dans le domaine de la logistique, où il a utilisé les chemins de fer, etc. C'est Moltke qui avait élaboré les plans pour les 3 guerres dites d'unification. Ça, c'est la nomenclature allemande. La guerre des duchés contre le Danemark,
guerre contre l'Autriche et guerre contre la France. Alors, il y a encore une autre thématique qui se dessine dans ce tableau. Les Prussiens et leurs alliés mènent la guerre comme une activité principalement intellectuelle. En octobre et novembre 1870, donc von Werner a été, comme je l'ai dit, en poste au Grand État-Major à Versailles. Et il avait donc ce lieu tout à fait privilégié pour observer les aspects stratégiques des actions militaires. Il était moins sur le champ de bataille. Et il a peint 3 portraits de Moltke. Le premier, Moltke, près de Sedan, de 1884. C'est un tableau qui a été perdu dans la dernière guerre. Donc on a seulement cette reproduction en noir et blanc. Tableau qui montre le général comme observateur, très loin du champ de bataille, où les troupes semblent avancer comme des pions sur un échiquier. Un deuxième portrait, chronologiquement, quand on suit la chronologie de la guerre plus tardif, dans les environs de Paris, le 19 septembre 1870, tableau qui se trouve à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Donc ici, on voit les armées allemandes qui encerclent la capitale, et Moltke, sur le cheval, est représenté encore une fois comme un stratège détaché, immobile. Là, von Werner s'est clairement laissé inspirer par le Napoléon III Solferino d'Ernest Meissonnier, qui se trouve au château de Compiègne, et qui a pu voir lors de ses passages à Paris, von Werner, donc en 1865 et 67-68. Alors, pour revenir ici, donc il y a des petites différences. La figure de Moltke est plus excentrée que celle de l'empereur français, moins mise en valeur par les lignes de force convergentes. Alors, un troisième portrait qui, lui, est présent dans l'exposition, montre Moltke dans ce qui ressemble à un salon bourgeois, assis à un bureau, étudiant des cartes, des dépêches, d'autres documents. C'est un tableau qui s'appelle Le Comte Moltke dans son bureau à Versailles, 19 novembre 1870. Donc, von Werner date toujours ces tableaux pour se donner un air de réalisme encore plus prononcé. Un tableau qui a dû être prêté par la Kunsthalle de Hambourg, j'imagine. C'est une scène qui se déroule donc dans l'hôtel particulier que le général occupait, au 38 de la rue Neuve à Versailles. Et ici, encore une fois, Moltke qui avait donc ce credo, réfléchir d'abord, oser après, qui, alors en allemand, a plus de sens, parce qu'il y a une allitération, erst wägen, dann wagen, pour ceux qui sont germanistes. Donc, Moltke reste encore une fois à l'arrière du théâtre des opérations. C'est un planificateur, une sorte de professeur en uniforme, le cerveau de l'état-major qui a lui seul avait conçu la stratégie prussienne pour une guerre victorieuse dans les détails les plus infimes. Alors, tel que le peintre a choisi de le représenter, Moltke personnifie le triomphe du savoir-faire, du travail bien mené. Et c'est important parce que ce sont des valeurs appréciées par la bourgeoisie libérale et qui pouvaient donc réconcilier cette bourgeoisie avec le nouvel État-nation qui était dominé par la Prusse et qui pouvait un peu atténuer ce côté aristocratique et autoritaire de la Prusse. Donc là aussi, il y a un message politique, social que le peintre essaie de faire passer. Alors, Moltke, Roon et Bismarck constituent un triumvirat incontestable dont les peintres ne pouvaient minimiser l'importance. Force est de constater que les gradés, en revanche, n'occupent pas de place proéminente dans les compositions. Les officiers sont mêlés aux troupes, ils ont la même taille, se trouvent au même niveau que les soldats ordinaires. Alors, un exemple assez parlant de cela est le tableau de Karl Röchling, c'est un élève d'Anton von Werner, né seulement en 1855, j'ai une photographie de lui dans son atelier. Donc, il n'était pas un témoin oculaire de l'action militaire. Il a peint ce tableau en 1897, un quart de siècle après la fin de la guerre, à un moment où le souvenir de ce conflit fondateur du nouvel État-nation devait être perpétué pour une nouvelle génération. Donc, ce tableau qui s'appelle « La mort du Major von Harden », le 18 août 1870, encore une fois, on a une date qui se trouve au Musée historique allemand, qu'il n'a pas prêté, apparemment, vous n'avez pas demandé. Alors, dans ce tableau, le véritable héros, c'est un fantassin anonyme
qui, bien que blessé, relève le drapeau et continue à encourager ses camarades pour avancer encore plus. Vous voyez qu'il a le bras blessé. Et la mort de l'officier, qui est en fait le titre du tableau, et va se produire seulement quelques instants plus tard, et c'est relégué au second plan. Alors l'officier se trouve ici, là il est encore vivant, c'est comme si c'était un événement mineur. Alors les exemples du même type sont multiples dans la presse populaire. Je vous montre une représentation, peut-être pas de très bonne qualité non plus, d'une bataille près de Metz qui met là aussi l'accent sur les soldats ordinaires. Donc on voit à peine les officiers, où l'accent n'est pas mis sur les officiers. Alors on peut comparer ce parti pris pour vous montrer que c'est une nouveauté avec les tableaux qui immortalisent la bataille décisive de la guerre prusso-autrichienne de 1866. C'est la bataille que nous en Allemagne on appelle Königgrätz, et pour vous c'est Sadowa. Pour nous, j'ai la double nationalité, je devrais dire. Donc là, je suis désolée pour la qualité des images, ce sont justement des images pas très connues dont on ne trouve pas très facilement les reproductions. Bataille près de Königgrätz de Christian Zell, où là, j'encercle, donc on voit même le rôle du roi prussien est même exagéré puisqu'il ne se trouvait pas à cette place mêlé aux troupes. Il est au centre. Un autre tableau de la même bataille, encore une fois le roi au centre. Et là, c'est troisième tableau de la même bataille, 1866. Guillaume Ier rencontre le prince héritier pendant la bataille. L'accent est vraiment mis sur les chefs de guerre. Donc ce mélange entre officiers et simples soldats, entre combattants issus des classes sociales très différentes qui font montre d'un héroïsme collectif, c'est caractéristique de la peinture militaire allemande des années 1870, et à partir de cette époque-là seulement. Ce syncrétisme social déteint aussi sur les images de la famille royale de Prusse en guerre. Donc là, je fais référence à une autre œuvre qui se trouve dans l'exposition, le seul tableau que le grand peintre berlinois, Adolf von Menzel, seul tableau fini, Adolf von Menzel, consacre aux événements de 1870. Je reviens à ce tableau. Rapidement, quelques mots sur Adolf von Menzel, qui est l'un des plus grands peintres allemands du 19e siècle, né en 1815 à Breslau, en Silésie. Il apprend la lithographie dans l'imprimerie de son père à Berlin. Là, vous voyez un autoportrait bien plus tard, dessiné en 1876, quand il avait 61 ans. En 1832, à la mort de son père, Adolphe, alors âgé de 17 ans, assume la direction de l'entreprise familiale. C'est en fait un personnage tout à fait étonnant. Et en 1837, il commence à peindre et il s'illustre surtout dans le domaine de la peinture historique, en se spécialisant sur l'époque de Frédéric le Grand. Vous connaissez peut-être celui-là. C'est le fameux concert de flûte à Sanssouci, donc c'est Frédéric le Grand, roi de Prusse lui-même, qui joue la flûte. Ça se trouve à la Nationalgalerie de Berlin. Donc Menzel prend aussi position, et ça c'est complètement unique dans l'histoire de la peinture allemande, il prend position pour la révolution avortée de 1848, qui a failli instaurer une monarchie constitutionnelle en Allemagne, et on aurait peut-être évité la guerre franco-allemande. C'est un tableau inachevé, mais signé, donc signé je le cache dans le coin en bas à gauche, donc quand même validé par lui dans cet état-là. C'est l'exposition des défunts tombés en mars 1848, on a un peu de mal à traduire le titre, ça montre des victimes civiles tuées par des militaires prussiens lors des combats des barricades à Berlin. Il y avait autour de 250 morts, dont 200 civils. Et c'est l'un des rares peintres à avoir représenté cette scène, à l'époque même. Donc il a développé un style qui a été qualifié de pré-impressionniste. Donc je vous montre là, ça date des années 1840, donc c'est assez novateur aussi pour l'époque. C'est la chambre au balcon. Là c'est un portrait de sa sœur qui se trouve en beau, juste pour vous montrer un peu le personnage. En 1855, il entreprend son premier voyage à Paris. Il visite l'exposition universelle. Il y avait une
cette année-là aussi. Elle peint entre autres le théâtre gymnase, ça doit être boulevard de Bonne-Nouvelle, existe toujours, je crois. C'est un tableau qui se trouve aujourd'hui lui aussi à la National Gallery, donc voilà. Ce qui montre aussi que c'est l'un de nos peintres nationaux. Alors en 1867 et 68, Menzel se trouve à nouveau à Paris. Il expose au Salon et il peint des scènes de rue et dans les parcs parisiens que je n'ai pas reproduit ici. Et il est fortement, surtout impressionné par Ernest Meissonnier, son exact contemporain. Donc les deux sont nés en 1815 et Menzel a peint donc, Meissonnier dans son atelier à Poissy. C'est dans une collection privée, donc on ne peut pas le voir. Dans les années qui suivent la guerre franco-allemande, donc là il produit très peu, ou rien, quasiment rien sur la guerre. Il crée ce qui sera peut-être son œuvre la plus importante, la Forge. Donc c'est probablement la première œuvre d'art européenne qui représente l'industrialisation. C'est un tableau qu'il expose aussi à Paris. Et la consécration internationale, c'est qu'on lui consacre donc une exposition à Paris en 1885, ce qui pour un peintre allemand à l'époque est vraiment extraordinaire. Donc, toujours à distance des autorités prussiennes et maintenant impériales, il participe aussi à l'exposition universelle de 1889, malgré l'interdiction de Bismarck à tous les peintres allemands ou artistes allemands d'y participer. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que tout comme Menzel, et bien qu'il ait personnellement participé à la défense de Paris, Ernest Meissonnier a aussi très peu représenté la guerre franco-allemande. Donc sa seule œuvre qui se réfère à l'événement, c'est cette allégorie du siège de Paris, qui est dans l'exposition qui a été prêtée par le musée d'Orsay. Donc, alors, je reviens au tableau de Adolf von Menzel, le départ du roi Guillaume Ier vers l'armée, 31 juillet 1870. Et ce tableau montre le roi et la reine dans un carrosse relativement simple, mêlé à la foule et à peine visible. Donc là, voilà, vous trouvez le roi et la reine. Le visage, ça vous pouvez encore moins le voir, le visage de la reine Augusta. Elle est cachée derrière un mouchoir. Elle est peut-être en pleurs. C'est l'interprétation qu'on en a faite, en pensant à ses fils déjà partis vers le front, ou pacifiste et francophile, elle déplore les débuts des hostilités tout court. Alors en 1870, le roi Guillaume est âgé de 73 ans. Il suit l'armée, il assiste aux batailles de Gravelotte et Sedan en août et en septembre, et puis il s'installe à Versailles début octobre pour observer le siège de Paris. Ici, il salue la foule qui s'est amassée dans l'avenue Unter den Linden, qui existe toujours à Berlin et qui est décorée de drapeaux prussiens, donc noir, blanc, rouge. On peut proposer une lecture conjointe de ce tableau avec un autre, peint par Anton von Werner et prêté pour l'exposition par le musée historique allemand. Donc, vous pouvez le voir ici. Ce tableau montre l'arrivée du roi. Donc là, on est plus avancé dans le voyage vers la France. Le roi Guillaume arrive à Saarbrück le 8 août 1870, suite à la libération de la ville. C'est un tableau qui date de 1877. C'était un projet pour une fresque murale dans le nouveau hôtel de la ville de Saarbrück. Les deux œuvres soulignent le fait que la guerre renvoyait tous les membres de la société à leur humanité commune et qu'elle agissait comme un creuset qui nivelle les disparités sociales. Donc à Berlin, dans la foule dans laquelle se fonde le couple royal, la foule est composite, et sur le tableau de Saarbrück, on reconnaît aussi des citoyens de différentes conditions sociales. Il y a un forgeron, un boulanger, une infirmière avec le panier, qui est même un personnage historique, à côté des notables de la ville. Donc c'est ça le message qu'on a voulu voir dans ce tableau. Il existe un autre type de mélange que la peinture met soigneusement en scène, et c'est celui des Allemands du Nord et Allemands du Sud. Dans la Troisième Armée se prêtait particulièrement à une célébration de cette nouvelle unité formée des Prussiens, Bavarois, Silésiens, soldats de Hesse, de Bade, du Württemberg, etc. Au début de la guerre, la Troisième Armée se bat à Wissembourg, le 4 août à Fröschwiller le 6 août, puis elle contourne
Metz au sud avant de converger avec les deux autres armées, première et deuxième armée, à Sedan. Et la scène la plus célèbre de cette... c'était encore une fois le roi un peu caché, j'ai oublié. La scène la plus célèbre de cette troisième armée et de cette communion entre Allemands de différentes origines a été représentée par un peintre militaire bavarois, Louis Braun. C'est un tableau qui s'appelle « Combat près de Stürzelbronn », ça doit être en Alsace. Et on voit ici un chevau léger bavarois qui sauve un hussard prussien. C'est un épisode qui s'est vraiment déroulé le 1er août 1870 et qui a été immédiatement interprété comme un signe de la nouvelle fraternité des armes entre Bavarois et Prussiens qui, seulement 4 ans avant, s'étaient affrontés dans la guerre prusso-autrichienne. Alors, on reconnaît le Bavarois à son casque à chenilles, que vous avez peut-être aussi vu dans l'exposition dans la toute première salle. Il y a différents casques, et les armées bavaroises n'utilisaient pas le casque à pointe, qui est peut-être le casque allemand par excellence, mais qui est une invention prussienne à l'origine. Alors, si on les regarde de plus près, ce mélange d'uniformes de différents États allemands se retrouve dans d'autres tableaux, ici dans le Moltke près de Paris, que nous avons déjà vu. Donc il y a un groupe de soldats qui jouent au dé ensemble et qui portent des uniformes différents de Württemberg, de Bavière et de Prusse. Alors, les peintres allemands s'empressent d'illustrer la fraternité des armes qui, depuis la guerre de 1870-71, unissait les Allemagnes au pluriel, car en 1870, le titre de l'exposition y fait allusion, l'Allemagne était toujours plurielle politiquement et culturellement. L'armée préfigure ainsi la nouvelle nation unifiée qui prend forme politiquement lors de la proclamation de l'Empire dans la galerie des glaces du château de Versailles, peinte en 3 versions différentes par Anton von Werner, qui arrive à Versailles le 15 janvier 1871, seulement 3 jours avant la proclamation. Donc, il avait très peu de temps pour faire toutes les esquisses des différents portraits qu'il voulait incorporer. La seule version qui a survécu à la dernière guerre est celle de Friedrich Roux, qui date de... C'est pas celle-là. Alors, ça, c'est les... je suis passée sur autre chose. Première version qui n'existe plus, qui est inspirée d'ailleurs aussi par un peintre français, Eugène Devaria. C'est le tableau qui s'appelle « Le roi Louis-Philippe Ier prête serment de maintenir la charte de 1830, le 9 août 1830 ». C'est un tableau que von Werner a pu voir dans ce même château de Versailles. C'est aussi, en fait, il cherchait un modèle pour un serment où il n'y a pas de couronnement. Donc c'est ce modèle qu'il a trouvé. Donc von Werner a saisi le moment où les princes allemands rendent hommage à l'empereur. Et dans les premières versions, il y a une poignée de main entre un général bavarois et un général prussien. Vous pouvez peut-être deviner ici sur cette image. Ceux-là sont partiellement cachés ou plus cachés dans la dernière version. Donc ça, c'est celle qui existe toujours. Et c'est la plus prussifiée en fait des 3. Donc, la nation en devenir ne se définit pas seulement en tant qu'alliance de différents peuples. Donc ici aussi, on retrouve les différents uniformes, même si dans cette 3e version, il y a plus d'uniformes prussiens que d'autres. Alors, ces différents peuples ou tribus, avec les mots de l'époque, tribus allemandes, comme le fruit d'une coopération entre aristocratie, bourgeoisie, paysans et ouvriers, mais elle se définit aussi par opposition et dans une ébauche de dialogue avec l'adversaire français. Il y a 2 tableaux d'Anton von Werner qui ont connu une immense popularité dans les premières années qui ont suivi la guerre et qui montrent des Allemands épris de culture, besogneux, respectueux, comme dans ce tableau qui s'appelle « Au quartier d'étape devant Paris », 24 octobre 1870, une scène que von Werner a vécue au château de Brunoy, au sud-est de Paris, et qui se trouve à Berlin, dans la Nationalgalerie. Ça date de 1894. Ce qu'on voit ici, ce sont les soldats allemands qui salissent, certes, le tapis avec leurs bottes,
Mais, détail important, l'horloge trône toujours sur la cheminée, comme si personne n'avait songé à piller les objets de valeur dans les demeures françaises. Pour les Allemands, c'était important de le souligner. Et au fond, vous voyez la concierge et sa fille qui osent écouter le concert parce qu'ils n'avaient rien à craindre de ces envahisseurs. Ça aussi, c'est un détail important, qu'ils sortent de la porte de la cuisine peut-être. Donc, dans l'art populaire, les images qui véhiculent un message comparable abondent. Je montre ici une estampe de qualité un peu médiocre d'un village qui s'appelle Margency, c'était à l'époque dans le Seine-et-Oise, choisi comme quartier général pour 3 unités de la 2e armée sous les commandes du prince Albert de Saxe. Les villageois qui ne se sont pas enfuis à l'arrivée des Allemands vaquent ici tranquillement à leur occupation. Les moissons prennent leur cours, vous voyez la charrette qui arrive avec le blé ou l'avoine. Et les soldats allemands négocient le prix d'une noix au lieu de la réquisitionner. Alors rien de cette image ne laisse deviner que ce village de moins de 200 habitants devait héberger plus de 1000 occupants et que le pillage était évidemment monnaie courante. Et c'est l'image qu'on voulait véhiculer à la maison, donc qui était imprimée dans les revues populaires. Des Allemands presque aimables, prêts à venir en aide de la population française, bons pères de famille, figurent aussi dans ce tableau connu qui est Le prisonnier de guerre par Anton von Werner. Désolé pour la qualité encore une fois, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Un tableau de 1886, mais d'après un croquis qu'il a fait sur le terrain. On voit ici un soldat allemand qui porte un nourrisson... je suis allée trop vite. Soldat allemand, casque à pointe, qui porte dans ses bras un nourrisson français pour permettre à son prisonnier, qui est lorrain, d'embrasser sa femme quand le convoi, par hasard, traverse son village d'origine. C'est Jouy aux Arches, en Lorraine, en Moselle. Donc voilà, c'est le gentil père de famille. Et dès 1871, des scènes comparables se trouvaient dans la presse populaire. J'ai trouvé un autre geste amical entre un soldat allemand et un enfant lorrain, c'est l'invasion de Thionville. Et donc voilà, les soldats allemands sont salués par les enfants lorrains apparemment. Et il y a un contraste assez frappant avec des représentations françaises d'entrée de troupes allemandes, comme ce tableau que vous pouvez voir en meilleure qualité dans l'exposition, de Alphonse de Neuville, l'entrée des parlementaires allemands à Belfort, qui est normalement au musée d'Orsay. Et ici, on voit une population hostile, le chien qui aboie et les femmes qui ont des gestes menaçants. Pour les peintres allemands, au contraire, il s'agit d'illustrer des comportements exemplaires, civilisés, bienveillants, et ainsi d'allumer des contre-feux aux rumeurs françaises sur la prétendue barbarie allemande. Tout un débat historique qui n'est peut-être toujours pas tranché pour l'époque. Une autre observation qui a son importance dans ce contexte, beaucoup de peintres aiment représenter des soldats allemands d'un certain âge, souvent barbus et placides. Il est possible de rapprocher ce choix d'une habitude des commentateurs allemands contemporains qui, jusqu'à Sedan, opposaient volontiers l'armée allemande composée de réservistes, rappelés sous les armes, aux soldats professionnels français, des mercenaires motivés par l'argent et non pas par une juste cause. Donc là, je reprends un peu le discours de l'époque. Ce n'est pas une opinion personnelle, évidemment. Donc une représentation assez typique. Et attention, la qualité va être mauvaise. Et cette image tirée d'un ouvrage populaire qui a été publié, donc c'était tout petit à l'intérieur d'un texte, publié à l'occasion du 25e anniversaire de la guerre. Et vous voyez ici, encore une fois, un homme barbu, vous pouvez deviner, qui est réveillé au milieu de la nuit par cette déclaration de guerre française et qui enfile son uniforme encore au-dessus de son pyjama, suite à la mobilisation de la réserve. D'autres images populaires sont des gravures en bois. Un barbu qui dit au revoir à son enfant avant de partir à la guerre, et puis il dit au revoir à sa mère. Et en fait, son pendant féminin de ce père de famille bienveillant, déjà un peu âgé, c'est en quelque sorte c'est la mère inquiète qui attend le retour de ses fils et qui
Puis on voit aussi des colis avec la poste militaire. C'est un motif cher aux illustrateurs dans les journaux populaires. Donc, face aux bons pères de famille, qui étaient les soldats allemands, la peinture populaire allemande aime représenter les francs-tireurs considérés comme hors la loi et les turcos réputés pour leur méthode de combat brutale. C'était une opposition qui était délibérément créée dans la peinture de l'époque. Quelle image de la guerre est ainsi dessinée par les peintres de 1870 ? C'est premièrement celle d'une guerre contre un adversaire peu visible. La plupart du temps, on peut seulement deviner sa présence lointaine à l'horizon. Quand l'adversaire entre dans le champ de vision, il reste éloigné, difficile à discerner, sans visage individualisé, même quand il s'agit de personnalités connues. Un exemple, c'est ce tableau qui représente la rencontre entre Bismarck et Napoléon III à Donchéry, Bourgade près de Sedan, le 2 septembre 1870. Et ça a été peint pour un panorama qui a été détruit, donc on a encore une fois seulement une mauvaise reproduction. Donc l'empereur français apparaît dans l'arrière-plan et on peut à peine, ou même pas du tout, distinguer ses traits individuels et ceux des officiers qui l'entourent. La composition du tableau, bien sûr, sert à exprimer un rapport hiérarchique entre l'allemand géant et le français diminué, c'est classique. Que l'ennemi soit éloigné s'explique non seulement par des choix artistiques, mais par la réalité d'une guerre dans laquelle le champ de bataille s'élargit et le contact physique avec l'ennemi devient plus rare. 1870-71 étant une guerre dominée par l'artillerie. Depuis la dernière guerre où les Français et Allemands s'étaient affrontés, depuis la guerre de libération, qu'on appelle libération en Allemagne de 1813-15, des progrès technologiques considérables avaient été faits. Chemins de fer et télégraphes sont devenus des éléments logistiques essentiels qui pèsent dans la stratégie allemande. En 1871, des canons prussiens à haute cadence et à longue portée affrontent des troupes françaises armées de mitrailleuses. Or, les peintres font preuve de conservatisme. Quelques allusions au télégraphe que vous pouvez deviner là. Donc, c'est dans un tableau que nous avons déjà vu. J'ai juste pris un petit extrait. Ou aussi les dépêches sur le bureau de Moltke qui sont arrivées par télégraphe. Mais les actions de la cavalerie, ça, ce sont les seules allusions qui sont un peu faites au progrès technologique. Sinon, les actions de la cavalerie et de l'infanterie restent plus pittoresques, alors que les batailles gagnées par une artillerie performante sont difficiles à représenter. Le conservatisme des images qui nie l'aspect technologique, le côté industriel de la guerre, ce conservatisme, qui se retrouve d'ailleurs dans le débat public de l'époque, qui lui aussi fait l'impasse sur la technologie, évoque un conflit dans lequel le savoir-faire, la prévoyance, la constance l'emportent. Ce sont des vertus nationales plutôt qu'une simple supériorité technique. Pardon. Alors, si les moyens techniques des armées allemandes sont largement passés sous silence, si l'ennemi est peu visible, le paysage français, c'est presque mon dernier point, prend quant à lui une grande place sur les tableaux. On peut distinguer au moins 3 types de paysages. Des paysages symboliques, comme par exemple le Rhin qui est franchi ensemble par les armées allemandes du Sud et du Nord, qui réclament ce fleuve frontalier pour leur nation, ou aussi des images des ruines françaises, notamment les ruines du château de Saint-Cloud, détruites par des tirs français, au moins dans la version allemande de l'histoire, le 13 octobre 1870. Alors, comme les mémoires, là c'est le château de Saint-Cloud, voilà, il n'y a plus le toit, ça se voit mal, mais c'est une photographie d'une collection de photographies qui est aussi exposée, mais vous avez fait d'autres choix d'images dans l'exposition. Donc Saint-Cloud, c'était un quartier général pour l'armée allemande, et c'est un château qui a une double valeur symbolique parce que c'est ici que Napoléon III avait signé la déclaration de guerre à la Prusse en juillet. Encore une fois, les lettres, les mémoires et aussi les images souligne le fait que les Allemands auraient respecté le château, pas touché aux meubles, etc. Et que finalement ce sont des tirs français du Mont Valérien qui ont détruit ce château incendié, les Français qui l'auraient pillé eux-mêmes. Voilà, c'est encore une fois les ruines de Saint-Cloud. Donc les scènes sont choisies pour véhiculer un message particulier. Alors, deuxième catégorie,
après ces paysages un peu symboliques, des paysages romantiques qui reflètent l'humeur des troupes, comme dans cet exemple, la mélancolie et le dépit d'une armée qui continue à se battre dans une guerre qui semble se prolonger inutilement. C'est un tableau qui s'appelle « Transport de prisonniers après la prise de Metz », propriété de la National Gallery, maintenant exposée dans la ville de Kassel. Un tableau qu'on peut comparer à celui-là de Pierre Lagarde, La retraite, qui se trouve au musée d'Orsay. Et on peut encore les reprocher ces deux tableaux un peu mélancoliques à un autre qui a été, lui, intégré dans l'exposition, la montée des couleurs allemandes au fort de Vanves, le 19 janvier 1871, par un peintre allemand qui s'appelle Eugen Adam. Ça a été prêté par le musée de l'armée bavarois à Ingolstadt, en Bavière. Donc. Et c'est une scène qui se déroule à la fin janvier 1871. Après l'armistice, les forts autour de Paris sont remis aux Allemands. Et les soldats bavarois apparaissent étrangement mélancoliques, fatigués, peu enthousiastes à ce lendemain de la proclamation de l'Empire allemand. Le tableau a d'ailleurs été critiqué en Allemagne pour son manque de patriotisme et d'enthousiasme. Alors, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, toute la peinture allemande ne diffusait donc pas une image uniforme d'une guerre courte, fraîche et joyeuse, même si ça reste le thème principal. Troisième type, des paysages esthétiques qui permettent aux peintres de mettre en valeur leur talent spécifique. Il y avait des peintres spécialisés dans la représentation des cours d'eau, des cieux dramatiques, de la neige. Pour la neige, j'ai choisi une série d'exemples qui représentent des scènes qui se sont déroulées dans mon département d'adoption, donc le Loiret. Un théâtre assez important de la guerre de 1870 qui est un peu moins présent dans cette exposition parisienne. Donc ici, c'est le prince Frédéric Charles pendant les jours des vents Orléans. Voilà, donc c'était toute une spécialité de pouvoir représenter les différentes nuances de la neige. Et voilà, et plusieurs peintres étaient spécialisés sur cela. C'est trop mauvais, je ne vais même pas commenter. Si vous connaissez la place du Martre III à Orléans, donc vous reconnaissez la statue de Jeanne d'Arc. Donc ça, c'est une aquarelle d'Henri Chappe, qui est originaire d'Orléans, et donc cette fois un peintre français, mais voilà. Donc il y a beaucoup de ces paysages hivernaux dans l'exposition. Dans la même veine, il y a un paysage hivernal avec 3 houlans par Christian Zell, un peintre qui est né en 1831 près de Hambourg, spécialisé dans les scènes militaires, surtout la guerre de 30 ans. Mais lui suivait les troupes prussiennes dans la guerre des duchés de 1864, donc au Danemark, la guerre contre l'Autriche, et aussi en 1870-71, donc on a un bon nombre de tableaux de lui. C'est un peintre qui aimait bien les petits épisodes qui pouvaient se dérouler dans les marges entre deux batailles. Des motifs comparables se trouvent aussi dans les revues populaires, par exemple ce Noël des Oulans devant Paris, qui souligne encore une fois la désolation et l'abnégation des combattants. Alors, j'ai une petite parenthèse. Il y a d'ailleurs tout un imaginaire populaire autour de cette fête de Noël 1870. Vous savez, tout l'investissement émotionnel que les Allemands ont toujours pour la fête de Noël. Et c'est une source de nostalgie dans les mémoires et dans les lettres également qui ont été préservées. Et vous voyez ici donc une représentation de Noël dans l'hôpital militaire qui était installé au château de Versailles. Qui était donc reproduit en masse et qui touchait donc visiblement une corde dans les sensibilités allemandes de l'époque. Donc, Noël loin de la famille, mais avec donc le sapin de Noël qui apparemment a fait sa première apparition en France à cette époque. Donc, dans l'exposition, vous voyez une photo de ces mêmes salles donc, dans le château de Versailles transformé en hôpital militaire. Ces paysages. Là, vous ne voyez plus un paysage, mais avant, vous les avez vus. Ces paysages plaisent au public. Ils bénéficient d'un engouement bourgeois pour la peinture paysagiste qui date d'avant la guerre et qui s'intensifie encore avec la mode des panoramas, dont nous avons malheureusement très peu d'exemplaires préservés.
Les paysages entrent aussi en résonance avec des récits de guerre qui décrivent l'expérience de la guerre comme un voyage éducatif. C'est assez étonnant, donc il y a beaucoup de récits de voyages initiatiques, éducatifs, où on découvre un peu la civilisation française et la culture, etc. En conclusion, ces tableaux devenus pour certains extrêmement célèbres en Allemagne, diffusés sous forme de reproduction dans plusieurs milliers d'exemplaires jusque dans les années 1910, montrent une guerre dans laquelle les caractéristiques nationales se révèlent, des vertus nationales incarnées d'abord par les commandants, mais aussi par les simples soldats. Une guerre qui, dès les premiers combats, devient un creuset dans lequel se forge une nouvelle nation solidaire, oublieuse des différences sociales et géographiques. Une guerre presque sans violence, finalement, où les blessés ne saignent pas, où les prisonniers ne souffrent pas, où les morts semblent dormir. Un conflit dans lequel la violence est marginalisée dans une stratégie d'évitement qui débouche sur une vision euphémisée de la guerre et qui tranche assez sensiblement avec la peinture de guerre française de l'époque. Les combats sont transformés en promenades dans les paysages, avec un adversaire absent ou lointain. Le fait guerrier est souvent banalisé, voire nié. Quand moins d'un demi-siècle plus tard, la guerre éclatera à nouveau entre la France et l'Allemagne, les tableaux de 1870 n'auront préparé en rien les spectateurs au carnage qui les attendait.